Bonjour Philippe Vigier. Bonjour. François Fillon semble être reparti en campagne, comme avant si j'ose dire. En tout cas, il s'est fixé sur des sujets, comme on dit, régaliens, l'ordre, la sécurité, la justice, la réponse pénale à des faits graves. Est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que c'est la bonne stratégie? D'abord, il faut reprendre campagne. Ouais. On ne peut pas rester comme cela dans ce climat depuis 3 semaines où on ne parle pas du fond. Les Français ne doivent pas oublier que dans 70 jours, il s'agit de choisir le président de la République. Est-ce que oui ou non, on redresse ce pays? Et il y a un sujet sur lequel, hier, il a parlé, c'est à Compiègne, c'est celui de la sécurité au moment où les banlieues s'embrasent, au moment où on voit bien que ce chômage de masse, qui est en grande partie à l'origine de ces émeutes dans les banlieues, de cette incompréhension, de cette fracture entre certains quartiers de nos villes et puis le reste de la France, eh bien, il fallait qu'il intervienne sur le régalien, il l'a fait avec force. Et il a parlé de cette majorité pénale. Il faut durcir la majorité pénale, retour à la peine du système des peines planchées, construction d'un grand nombre de places de prison, 16 000. Il faut une réponse judiciaire forte pour que tous ces délinquants comprennent que s'il y a des actes délictueux, il y aura une réponse pénale. Mais ça ne suffit pas. Il faut une réponse aussi sociétale. Il faut qu'on soit capable de faire entrer de l'emploi dans ces banlieues, des banlieues dans lesquelles... C'est le chômage, enfin le manque chômage. d'emploi. Mais oui, vous avez des quartiers, les quartiers nord de Marseille, vous avez 35% de taux de chômage. On sait très bien que dans la couronne Île-de-France, souvent c'est 25-30%. Et qu'est-ce qui se passe? Après, tout de suite, c'est le trafic de drogue, c'est de la délinquance qui s'organise. Donc il faut une réponse forte, mais aussi il faut qu'on soit en capacité, avec l'économie française, à réinjecter de l'emploi dans ces quartiers. Donc plus de répression. Plus de répression, mais aussi pas plus d'emploi, mais plus de répression. Plus de répression, plus de parce qu'on sait qu'à 16-17 ans, on voit ces jeunes d'une violence inouïe. Et cette violence, on a vu qu'elle était croissante au fil du temps. On doit marquer un temps d'arrêt. À plusieurs reprises, cette proposition de rabaisser la majorité à 16 ans, la majorité pénale à 16 ans, a été formulée, y compris par Nicolas Sarkozy lors de son quinquennat. Ça ne s'est jamais traduit. Il y avait une assez forte opposition, par exemple, de la gauche. Mais probablement l'opinion publique n'était pas prête. Aujourd'hui, vous pensez qu'elle est prête? Oui, parce que l'opinion publique ne supporte plus ces violences. Et puis lorsqu'on parle de démocratie, la démocratie, elle passe par quoi? Elle passe par la liberté. Elle passe par aussi le fait qu'on ait un État fort. Moi, je ne suis pas un ultra-sécuritaire tant s'en faut, même si, vous vous en souvenez certainement, lorsqu'il y a eu ces attentats terroristes. L'UDI soutenait à l'époque François Hollande, président de la République, lorsqu'il voulait la déchéance pour tous. Parce que moi, je veux vraiment que ce pays... Et état d'urgence, bien sûr, vous l'avez voté. Et état d'urgence que nous avons toujours voté. Et d'ailleurs, je rappelle... Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de Benoît Hamon. Absolument, Benoît Hamon s'est opposé. Mais je rappelle même que lorsque, vous savez, pour proposer aux policiers le même droit que les gendarmes pour pouvoir utiliser leurs armes, c'est nous qui avions avec l'UDI proposé cela, en dehors du service, pour qu'ils puissent en disposer. Et c'est passé dans la loi. Et c'est passé dans la loi, nous avons été porteurs de cela. Mais nous disons aussi que parce que nous sommes humanistes, parce que nous voulons qu'on trouve des solutions, la France doit être capable d'intégrer ces jeunes et leur proposer une formation, leur proposer un emploi. Est-ce que le gouvernement a fait une faute dans sa manière de réagir face aux exactions, aux manifestations et aux saccages parfois depuis 10 jours, depuis l'affaire Théo? Il y a encore eu des heurts cette nuit. Est-ce que tout ça est la résultante de ce que nous évoquions à l'instant, c'est-à-dire ce malaise dans certaines banlieues, ou est-ce qu'il y a eu en plus une faute du gouvernement? Vous savez, moi, je suis très modéré sur les critiques qu'on peut adresser au gouvernement dans ces conditions-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'affaire Théo qui a été le catalyseur. Cette affaire Théo, c'est quoi? Oui, nous soutenons de gendarmes et de policiers, mais non, parce qu'ils sont détenteurs de l'autorité publique. Parce que les actes qui ont été commis contre ce jeune homme, on voit bien qu'il y a eu une enquête qui a été ouverte, montrent que les policiers n'ont pas assuré leur mission comme ils auraient dû le faire. Et là, il faut des sanctions exemplaires. Pour que les forces de l'ordre soient respectées, elles doivent être elles-mêmes totalement exemplaires. Même si je n'oublie pas combien elles sont mobilisées, combien c'est difficile. Emmanuel Macron, qui fait encore la course en tête, même s'il commence à plafonner un petit peu dans les sondages, a fait des déclarations qui provoquent quelques réactions. Il était dans l'Algérie et il expliquait que la colonisation était un crime contre l'humanité. Est-ce que vous partagez cette vision? C'est une faute grave que d'avoir fait ça. C'est une faute grave. C'est mal connaître tous ces pays dans lesquels nous avons beaucoup apporté, même s'il y a eu, on le sait, des dérapages importants. Franchement, c'est une méconnaissance complète de l'histoire. C'est vrai qu'il est fâché souvent avec l'histoire, fâché avec la culture française, parce qu'il a expliqué qu'il n'y avait pas de culture française l'autre jour. Ces propos-là vont blesser, et je pense qu'il ne faut pas blesser. Et puis quand il parle de crimes contre l'humanité, alors comment jugerait-il l'Holocauste?
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de décrocher? Est-ce que vous pensez Non, je crois que le problème, c'est qu'il vit ses incohérences internes. Parce que pour essayer de ramasser un électorat le plus large possible, un petit signe à droite, un petit signe à gauche, mais au bout d'un moment, il va être confronté au problème de la réalité. Et ça, c'est très compliqué. Enfin, on voit bien en matière économique, pourtant il a été ministre de l'économie, pourtant il a été celui qui a conseillé François Hollande. Quand est-ce que son programme va sortir? Les déclarations qu'il a faites sur l'ISF l'autre jour l'attestent. Il dit fin février, début mars. Oui, mais vous avez remarqué que c'est comme le train, là, il avance, mais pour l'instant il ne s'arrête pas en gare. Donc moi j'attends ce moment-là. Il a été ministre de l'économie, donc il devrait être en capacité de proposer un projet susceptible de redresser l'économie française qui s'est enfoncée. N'oublions jamais, regardez le seul chiffre de la croissance en 2016. 1,1%. 1,5 prévu à l'origine. 1,5 prévu à l'origine, ça veut dire moins d'argent, moins de rentrée fiscale, avec des déficits commerciaux très importants qui sont repartis à la hausse. Alors précisément sur le plan économique et social, donc vous dites Emmanuel Macron devrait faire ses propositions. François Fillon en a fait des propositions. Certaines n'ont pas passé la rampe, si j'ose dire, en particulier dans le domaine de la santé, sécurité sociale, couverture et assurance maladie. Il doit amender tout ça? Écoutez, d'abord, certaines propositions de François Fillon n'ont pas passé la rampe, comme vous le dites, sur le plan économique, parce que quand est-ce que le débat de la présidentielle s'ouvre? Oh, quand même. Après la primaire, il y a eu pendant 3 semaines, un mois... Il y a eu 3 semaines, un mois. Même une polémique autour de ça. Vous savez que tous les projecteurs se sont focalisés sur son programme sur la santé. Sur le programme de la santé, là, c'est la méthode Fillon qui a été employée. La méthode Fillon, c'était quoi? Très bien, on remet tout à plat, j'ai un projet de base, et je fais des auditions. Il a donc demandé à un certain nombre de personnes qui connaissent bien le domaine de la santé, des affaires sociales, le problème de retraite, le problème de l'hôpital. J'ai participé, j'ai passé plus d'une trentaine d'heures, vous voyez, à faire des auditions. Vous connaissez bien ce secteur, hein, vous êtes un professionnel de la santé. Professionnel de la santé, je trouve que je connais bien ces questions-là pour m'y être engagé depuis d'ailleurs très très longtemps. J'étais plus dans des syndicats d'internes, vous voyez, il y a une trentaine d'années à Paris lorsque j'étais interne. Bien. Et là, on arrive à un vrai projet équilibré. Un projet parce que la santé va mal en France. On ne dit pas assez. Est-ce que l'accès aux soins s'est amélioré? Non. Est-ce que le reste à charge a augmenté? Oui. Est-ce que, oui ou non, en matière de prévention, la France a progressé ou elle a régressé? Elle a régressé. Et donc la réponse est une adaptation du programme initial de François Fillon. Une adaptation du programme initial de François Fillon. En fonction de ce qui a été sécurité sociale évoqué. Sera toujours là. Les mots les plus importants seront toujours pris en charge. Il y aura une meilleure prise en charge avec une amélioration de lutte contre la désertification médicale. La prévention qui sera mieux prise en charge. On saura quand, le rapprochement public, la semaine prochaine. Le rapprochement public-privé, parce que c'est indispensable. François Fillon, d'ailleurs, ira plancher comme tous les candidats à la présidentielle, mardi prochain. La semaine prochaine, on aura donc... Mais c'est une méthode. J'insiste sur cette méthode. C'est un homme qui a su écouter, a su amender son projet. La semaine prochaine, on aura donc des modifications sur le programme économique et social. On voit qu'il a repris pied sur le terrain régalien. Vous êtes serein dans la campagne? C'est un moment difficile. C'est pas la peine de se cacher. Non, mais je veux dire, ça va mieux. Est-ce qu'on est toujours dans la séquence très compliquée ou est-ce que vous pensez que... Voilà, c'est en train de sortir de la tourmente. Je pense qu'on est en train de sortir des difficultés que l'on connaît. Il faut aussi qu'il y ait la réponse judiciaire qui doit intervenir et qui ne peut pas prendre en otage cette élection présidentielle. Mais pardonnez-moi, depuis quelques années, m'intéresserait beaucoup tous les aspects économiques, sociaux et financiers de ce pays qui continuent de s'enfoncer, qui décrochent plus encore par rapport à l'Europe, qui va être menacé notamment avec ce nouveau traité CETA. Vous savez, traité entre le Canada et la France, sur lequel d'ailleurs Emmanuel Macron y est favorable, nous ne sommes pas favorables en l'état. Eh bien, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le champ économique doit être réinvesti dans cette campagne présidentielle. Vous dites que la justice ne doit pas prendre en otage cette élection présidentielle. Ça veut dire quoi? Que les juges ne devraient pas agir, devraient suspendre leur stylo? Vous savez, oui, mais vous avez dit... Non, je viens de dire qu'il faut simplement que les juges... Je suis désolé, le parquet financier a ouvert une enquête. C'est très bien ainsi. Il faut maintenant qu'ils disent ce qu'ils comptent faire, tout simplement. Rapidement. Et rapidement, simplement c'est cela. Moi j'ai fait confiance à la justice de mon pays et très attaché, vous le savez, à la séparation des pouvoirs. Merci beaucoup Philippe Vigier. Merci.